Je n'entrerai naturellement pas dans le détail des 17 chapitres de ce rapport. Une synthèse de chacun est à votre disposition. Je souhaite plutôt vous présenter les grands axes autour desquels s'organisent nos analyses. Ils sont au nombre de 4. Notre protection sociale est extrêmement fragilisée. Il faut en priorité maîtriser les dépenses d'assurance maladie. Pour ce faire, les efforts à accomplir doivent être partagés de façon équitable et solidaire, et la gestion doit encore impérativement connaître des gains de productivité. Alors, le constat de la Cour est celui de l'extrême fragilisation de notre protection sociale. La crise économique et financière a une double conséquence pour nos régimes de sécurité sociale. Elle en démontre, si besoin était, l'absolue nécessité pour protéger les plus faibles. Elle en révèle aussi toute la fragilité avec un déficit historique en 2010. L'INSEE vient de le rappeler fortement, ce sont les plus modestes qui sont les plus touchés par la crise. Elle estime que 8,2 millions de personnes se situent en 2009 en dessous du seuil de pauvreté, soit 13,5% de la population. Ce taux est certes en légère augmentation par rapport au constat précédent, mais les prestations sociales au sens large ont permis d'amortir puissamment le choc de la crise sur les plus fragiles. La Commission des comptes nationaux de la santé vient d'ailleurs d'indiquer que la part des dépenses de santé qui reste à la charge des ménages a légèrement baissé en 2010 à 9,4%. En cela, notre sécurité sociale a pleinement joué son rôle. Mais elle l'a fait au prix d'une fragilisation considérablement accrue. La Cour la met en évidence dans la première partie de son rapport. La fragilité résulte bien sûr d'abord de l'ampleur même des déficits. Jamais le déficit de la sécurité sociale n'a atteint un niveau aussi élevé qu'en 2010, à moins 29,8 milliards d'euros pour les régimes de base et le Fonds de solidarité vieillesse. Il a triplé en 2 ans pour représenter l'équivalent de 1,5 point de PIB. Dans ce déficit global, le régime général a pesé pour 23,9 milliards d'euros et le Fonds de solidarité vieillesse pour 4,100 milliards d'euros. Le constat est simple, c'est celui d'un effet de ciseau entre des recettes majoritairement assises sur les revenus du travail, sensibles aux aléas de la conjoncture, et un rythme de progression des dépenses, certes impacté par la crise, mais entretenu également par des rigidités qui contribuent fortement à leur dynamique. Toutes les branches sont touchées, en premier lieu l'assurance maladie et la branche vieillesse. Certaines situations sont très fortement dégradées. Le déficit du Fonds de solidarité vieillesse déjà évoqué atteint près du quart de ses charges. Celui de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui s'élève à 1,3 milliard d'euros, en représente 14%. De manière préoccupante, cette fragilisation d'ensemble est très largement liée aussi à la récurrence et à la permanence de la part structurelle des déficits sociaux. De fait, le déficit historique de 2010 n'est pas seulement dû, loin de là, à la récession de 2009. Pour le seul régime général qui concentre l'essentiel des difficultés, la crise n'explique qu'un peu moins de la moitié du déficit global, qui équivaut à 1,2 point de PIB, contre 1,5 point, je l'ai dit tout à l'heure, pour tous les régimes obligatoires de base. Le déficit proprement structurel, et je dis cela avec les précautions de méthode nécessaires, est pour 2010 de l'ordre de 0,7 point de PIB. Récurrence et caractère structurel du déficit social, ce sont là des spécificités françaises. Notre sécurité sociale est en déficit continu depuis 10 ans et en réalité à peu près chaque année depuis 30 ans. La part structurelle de ce déficit a représenté en moyenne annuelle environ 0,6 points de PIB sur la décennie passée. Comme la Cour l'a déjà exprimé, en particulier en juin dernier, dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, ce déficit des comptes sociaux est en soi une anomalie. Aucun de nos grands voisins européens n'accepte un tel déséquilibre de sa protection sociale. Le besoin de financement des administrations sociales françaises, c'est un concept un peu plus large que la sécurité sociale, puisqu'il comprend aussi l'assurance chômage et les régimes complémentaires, est de fait le plus élevé de la zone euro en 2010. Cette situation conduit à une perte considérable de marge de manœuvre dont nous aurions le plus grand besoin en cette période de crise pour conforter nos régimes sociaux, afin d'amortir la dette sociale. J'en ai rappelé le montant tout à l'heure, 136 milliards d'euros, et payer la charge d'intérêt qui est attachée. Notre pays doit ainsi distraire 15 milliards d'euros
de ressources en 2011 pour les affecter à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES. La dégradation sans précédent des comptes et l'accumulation des déficits conduisent en effet à entretenir une spirale de la dette sociale particulièrement dangereuse pour la légitimité et la pérennité même de notre protection sociale. Comme le déficit qui en est à l'origine, la dette sociale est elle aussi une anomalie. Notre pays ne peut durablement financer des prestations par l'emprunt et reporter le financement de sa protection sociale, dont on voit le caractère indispensable en période de crise, en partie sur la génération suivante. C'est pourquoi j'ai qualifié cette dépendance à la dette comme le poison de la sécurité sociale. J'ai aussi dit que la dette sociale est une drogue. Elle conduit à masquer les réalités, les fragilités structurelles et à émousser les efforts indispensables de redressement. C'est la raison pour laquelle la Cour a choisi cette année de mettre l'accent sur la dette sociale et son financement, de mettre en perspective sa progression continue et les défis qu'elle engendre.